Lorsque les plongeurs sont retournés sur le site de l'épave du Challenger, ils ne s'attendaient à rien de nouveau. Mais soudain, leur sonar s'est illuminé. Quelque chose pulsait sous la vase. Elle présentait des arêtes des angles, et elle émettait un signal. C'était une forme très particulière, très inhabituelle. Ni naturelle, ni due à des débris. De quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Et lorsqu'ils se sont approchés, ce qu'ils ont découvert a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur la catastrophe de Challenger. Ce serait une découverte capitale. Une signature qui n'aurait pas dû être là. Lorsque des plongeurs sont retournés sur le site de l'épave du Challenger des années plus tard, il ne s'agissait pas d'une simple vérification de routine pour retrouver des débris manquants. C'était une opération d'expertise finale destinée à lever les derniers doutes. Mais ce que leurs instruments ont capté était tout sauf banal. Le sonar a enregistré un écho étrange et persistant sous la vase, un écho qui n'avait jamais été détecté lors des premières opérations de récupération en 1986. Ce n'était pas un simple amas de débris. Il présentait des contours des angles et des dimensions nettes. Comme l'aurait murmuré un technicien sonore, ce truc a des angles. La nature ne construit pas ainsi. L'objet mesurait environ 9 mètres de long. Trop grand pour être un morceau d'aile ou de queue. Mais ce n'était pas la taille du sonar qui a déclenché l'alerte, mais la configuration des échos. Le sonar produisait un signal répétitif et rythmé qui paraissait anormal. Certains l'ont même décrit comme un pouls lent régulier mécanique. Un membre d'équipage l'a comparé à un battement de cœur. Au départ, ils ont pensé à une interférence provenant d'un navire voisin. Mais aucun autre navire n'était à portée. Ce n'était pas un signal émis par un sous-marin. Le signal provenait du site même. C'est là que ça devient étrange. Certains à bord pensaient qu'il ne s'agissait pas du tout de la navette Challenger. Des théories du complot ont commencé à circuler. Certains murmuraient qu'un deuxième objet aurait pu pénétrer dans la zone. Peut-être un satellite abattu ou un drone étranger. Une rumeur jamais confirmée prétendait que durant la guerre froide, un satellite soviétique avait disparu au-dessus de l'Atlantique peu après la catastrophe de Challenger. Et si la signature sonore provenait d'autre chose? Peut-être d'un objet tombé près de la navette, mais non américain. L'équipage dut néanmoins opter pour l'explication. La plus simple, l'anomalie correspondait aux dimensions du compartiment de l'équipage, la structure même qui avait abrité les 7 astronautes. Et si ce compartiment était intact, l'implication était terrifiante. L'équipage avait peut-être survécu à la désintégration. Des ingénieurs l'avaient discrètement suggéré des années auparavant, s'appuyant sur des données télémétriques, laissant entrevoir une séparation de la cabine et une trajectoire balistique. Désormais, une confirmation visuelle était apportée un signal sonar net provenant d'un objet qui aurait dû être pulvérisé. Pire encore, l'épave reposait droite dans la vase, comme si elle avait été déposée là. Les plongeurs s'équipèrent et descendirent dans les profondeurs de l'Atlantique avec une terrible certitude, ils n'allaient pas simplement récupérer des débris. Ils descendaient dans un tombeau potentiel qui était resté inexploré pendant des décennies. Et il leur répondait. Plongés dans l'inattendu, les plongeurs de l'USS Preserver étaient déjà descendus auparavant. Ils étaient habitués aux eaux sombres et aux mauvaises surprises. Mais cette fois, l'atmosphère était plus pesante. L'objet en dessous n'était pas qu'une simple épave. Elle avait une structure. Tandis qu'ils suivaient le fil d'Ariane dans l'obscurité, la température de l'eau chuta et l'ambiance se dégrada. La visibilité ne dépassait plus quelques mètres. Un faux coup de palme et un nuage de vase aveuglant se soulevaient. Puis survint l'instant auquel personne n'était préparé un éclair de métal des tuiles blanches brûlées et des fils de fer emmêlés dérivant comme des méduses des profondeurs. C'était le compartiment de l'équipage, encore scellé, légèrement incliné. Ressemblant à un vaisseau spatial perdu sur un fond marin étranger, le détail le plus troublant. Les hublots étaient intacts. Les plongeurs pouvaient voir à l'intérieur du cockpit. Il y avait encore des sièges, des panneaux de commande et même des casques.
Des objets personnels flottaient paresseusement à l'intérieur, tels des fantômes figés dans le temps. Un plongeur aurait aperçu une liste de contrôle de mission dérivant près d'une console. Ce qui les troubla le plus, c'était que la cabine ne se soit pas désintégrée. Elle était déformée et comprimée, mais pas détruite. Cela semblait intentionnel. C'est alors que les rumeurs ont commencé à circuler. Certains membres d'équipage se demandaient pourquoi est-ce que ça n'a pas été détecté en 1986. Comment un objet aussi imposant et aussi intact a-t-il pu échapper aux missions précédentes? De là est née une théorie qui n'a jamais vraiment été abandonnée. La cabine aurait pu voyager plus loin que prévu initialement. Certains pensent que les astronautes ont tenté de reprendre partiellement le contrôle dans les dernières secondes en utilisant les systèmes de secours restants. La cabine aurait pu voler planer ou au moins faire des tonneaux sur une distance bien plus grande que prévu. Cela expliquerait pourquoi elle a atterri hors de la zone de couverture du sonar initial. Un autre détail étrange est apparu. Les plongeurs ont décrit des interférences distinctes dans leur communication alors qu'ils s'approchaient de l'épave. Rien de persistant, mais suffisant pour les inquiéter. Un plongeur a affirmé que son récepteur s'était coupé au moment précis où il touchait le fuselage. Les théoriciens du complot s'en sont emparés. L'interférence pouvait-elle provenir d'une source étrangère? Un sous-marin russe encore présent dans les parages? Ou bien cette étrange impulsion sonore était-elle une sorte d'anomalie électrique résiduelle? Un signal de détresse émis par des systèmes hors service depuis longtemps. La marine n'a jamais fait de commentaire officiel sur cette interruption des communications, mais sur le pont, plusieurs plongeurs étaient visiblement perturbés. Des interrupteurs qui n'auraient pas dû bouger. Une fois le compartiment de l'équipage remonté des profondeurs, les détails inquiétants se sont encore précisés. Après avoir séché les panneaux et décontaminé les composants électroniques, les ingénieurs firent une découverte qui n'était pas seulement technique, mais aussi psychologique. Sur la console de droite du pilote, une série d'interrupteurs électriques manuels avaient été déplacés après la désintégration de la navette. Il ne s'agissait pas de systèmes automatisés. Il s'agissait d'interrupteurs physiques à bascule manuelle et leur configuration indiquait précisément une tentative de rétablissement du courant. Imaginez un peu les astronautes continuaient leur travail après l'explosion. Alors que le monde les croyait morts sur le coup, dans une gigantesque boule de feu, ces interrupteurs révélaient une toute autre histoire. Non seulement ils ont survécu à la rupture, mais ils ont continué à réfléchir, à agir et à résoudre les problèmes en chute libre depuis 20 mètres. Un interrupteur a été trouvé dans une position telle qu'il fallait se pencher au-dessus de la console pour l'atteindre, un geste probablement effectué sous pression, peut-être avec des gants et la main tremblante. Puis sont arrivés les appareils respiratoires autonomes. 4 ont été récupérés, dont 3 avaient été activés. Il s'agit de petites bouteilles d'air comprimées de secours fixées derrière le siège, dont une appartenant au pilote. Mike Smith n'aurait pas pu activer le réservoir lui-même. La position du réservoir le rendait inaccessible lorsqu'il était attaché. Cela signifie que quelqu'un d'autre, probablement l'astronaute Judith Resnick ou Ellison Onizuka, s'était penché et l'avait allumé pour lui. Un moment d'humanité au milieu d'une catastrophe mécanique. Tout a basculé. La chronologie officielle de Challenger indiquait que l'équipage était mort sur le coup, anéanti par l'explosion. Mais à présent, face aux preuves, les enquêteurs ont compris la vérité, l'explosion n'était pas une détonation. Il s'agissait d'une rupture structurelle due aux contraintes aérodynamiques. La navette se déplaçait latéralement à près de Mach 2 lorsqu'elle s'est désintégrée. La cabine renforcée et séparée s'est détachée intacte et a continué son ascension avant d'entamer sa chute finale. Pendant près de 2 minutes et 45 secondes, la descente s'est déroulée en silence. Des rumeurs non confirmées à ce jour font état d'un enregistrement audio secret du cockpit qui aurait survécu à l'explosion interrompue par la télémétrie, mais récupéré ultérieurement. Les derniers mots officiels sont « OO » capté à T plus 73 secondes.
Mais certains initiés affirment qu'il y a plus. Des rumeurs circulent concernant un enregistrement classifié qui aurait capturé l'équipage en train de parler de prier ou de tenter de piloter la cabine pendant la chute libre. La NASA a démenti ces allégations à plusieurs reprises, mais les théories persistent. Et puis, il y a cette question qui hante tout le monde. S'ils étaient vivants, étaient-ils conscients au moment de l'impact? Les rapports d'autopsie et l'analyse structurelle ont confirmé par la suite que la cabine a percuté l'eau à plus de 320 km/h, générant une force supérieure à 200 G, instantanée, mortelle. Mais si la cabine était restée pressurisée et si le système PAPS avait fonctionné, l'équipage aurait pu rester éveillé jusqu'à la dernière seconde. La découverte qui a déclenché une seconde enquête. Des années après la récupération initiale, lorsque la signature Sonar a relancé l'intérêt pour l'épave de Challenger, une seconde enquête classifiée a été discrètement ouverte, non pas pour retrouver des pièces manquantes, mais pour déterminer ce qui aurait pu se trouver d'autre au fond de l'eau. Les plongeurs avaient localisé le compartiment de l'équipage. Les interrupteurs et les appareils respiratoires indiquaient que des survivants étaient présents. Mais un autre élément préoccupait les services de renseignement de la marine. Les coordonnées exactes de la découverte du compartiment ne correspondaient pas aux trajectoires de dérive prévues par la modélisation initiale de l'explosion. Selon des simulations des courants océaniques réalisées en 1986, la cabine de l'équipage aurait dû se trouver à près de 32 km au nord de son emplacement réel. Cette découverte soulève une question profondément troublante. La cabine a-t-elle bougé ou a-t-elle été déplacée? Une théorie s'est rapidement imposée parmi les analystes du renseignement. Ingérence de sous-marins étrangers durant la guerre froide. Les Soviétiques avaient déployé de nombreux chalutiers de pêche hauturière le long de la côte est des États-Unis. Ces navires étaient équipés de matériel de surveillance et embarquaient parfois de petits sous-marins capables d'opérations secrètes sous-marines. Certains enregistrements sonores de l'US Navy, datant du début de 1986, ont révélé de faibles signaux sous-marins suivant l'épave lors des premières recherches. Ces signaux initialement attribués à des baleines ou à des interférences sonores furent écartés. Mais après la redécouverte de la cabine, ces enregistrements furent réanalysés. Plusieurs analystes acoustiques ont conclu que ces formes n'étaient pas naturelles. Elles présentaient rapidité, régularité et un profil d'écho métallique similaire à celui de nombreux caissons de basse. Ce n'était pas la seule anomalie. Un plongeur qui a témoigné ultérieurement à huis clos a affirmé que l'écoutille extérieure du compartiment de l'équipage, normalement boulonnée de l'intérieur, semblait avoir été forcée ou refermée. Non pas arrachée par l'explosion, mais ouverte et refermée sous l'eau. Ce plongeur, dont l'anonymat est protégé, a déclaré avoir vu des marques d'outils sur les bords de l'écoutille. Bien sûr, cela n'a jamais été rendu public. Les rapports officiels indiquaient que l'écoutille était partiellement déformée par la force de l'impact. Mais à ce jour, certains pensent que les Russes l'ont atteinte en premier, ont examiné la cabine, puis l'ont discrètement laissée couler. Une théorie connexe encore plus étrange évoque l'interception de données en eau profonde. Certains chercheurs indépendants pensent que l'étrange signal sonar, semblable à un battement de cœur, ne provenait pas de Challenger, mais d'une balise de données de type boîte noire éjectée lors de la désintégration et qui continuait d'émettre chaque semaine des décennies plus tard. La présence d'un tel dispositif à bord n'a jamais été officiellement confirmée, mais l'équipe de communication de la navette spatiale de Lockheed Martin avait déposé un brevet pour une nacelle automatisée de récupération des données de vol 2 ans seulement avant la catastrophe. Lors des plongées de récupération secondaire, un objet ramené à la surface
a attiré l'attention non seulement des ingénieurs, mais aussi des agences de renseignement. Il s'agissait d'une simple tuile de protection thermique, élément du système de bouclier thermique conçu pour protéger l'orbiteur lors de sa rentrée atmosphérique. Ces tuiles en silice étaient fragiles, par conception résistante à la chaleur, mais cassantes sous l'effet des contraintes physiques. La plupart furent vaporisées ou brisées lors de l'explosion. Mais cette tuile n'était pas seulement intacte. Elle était presque immaculée, avec seulement de légères rayures sur un bord. Ce seul fait a suscité l'étonnement. Les experts ont examiné la tuile et ont rapidement constaté une anomalie. Elle ne présentait ni suie ni trace de brûlure compatible avec la boule de feu filmée lors du lancement. En réalité, les analyses ont démontré qu'elle n'avait jamais été exposée aux températures de rentrée atmosphérique ni à la chaleur d'une explosion. Il ne s'agissait pas d'un fragment du fuselage. Il semblait avoir été stocké, probablement protégé, puis déposé sur le site ultérieurement. Mais par qui et pourquoi? Une théorie suggère que la tuile aurait pu se détacher en plein vol et atterrir intacte, une quasi-impossibilité compte tenu du chaos aérodynamique provoqué par la désintégration. Une autre hypothèse, plus troublante encore, a gagné du terrain parmi certains observateurs de la marine La Tuile, aurait été placée là intentionnellement, peut-être dans le cadre d'une opération de désinformation. Pendant la guerre froide, la CIA et le KGB étaient engagés dans une course aux armements technologiques, non seulement dans l'espace, mais aussi en matière d'opérations psychologiques. Cette tuile aurait-elle pu servir à suivre une opération de récupération ou pire, à induire les enquêteurs en erreur? Une note déclassifiée de 1989 a révélé que la NASA et la Marine avaient reçu un renseignement anonyme transmis par fax aujourd'hui, disparu, affirmant que des matériaux étrangers à la navette avaient été intégrés à la cabine lors de la seconde plongée. L'information indiquait qu'un composant du bouclier thermique était constitué d'une couche de céramique soviétique absente de toutes les versions connues de la navette spatiale américaine. La NASA a démenti cette allégation et a insisté sur le fait que tous les matériaux récupérés étaient conformes à la conception américaine. Elle a néanmoins discrètement procédé à de nouveaux tests sur la tuile. Une analyse de traces a révélé une chose choquante de minuscules particules minérales que l'on ne trouve que dans l'Oural, au cœur de la Russie. Bien entendu, cette découverte n'a jamais été mentionnée dans le rapport de la commission Rogers. Certains avancent que cette contamination particulière pourrait provenir des eaux de ballast des navires, voire des courants océaniques soviétiques. Mais le fait est là, une tuile de Challenger portant des traces minérales provenant de Russie a été retrouvée. Qu'elle soit arrivée par sabotage, accident ou espionnage, elle soulève une possibilité troublante que quelqu'un d'autre ait touché l'épave de Challenger avant même l'arrivée de la marine américaine. La vidéo qui aurait continué à tourner sans relâche. Après que le compartiment de l'équipage a été soulevé, examiné et discrètement mis sous scellé dans un site de stockage classifié à Cap Canaveral, des rumeurs ont commencé à circuler dans les milieux aérospatiaux et du renseignement militaire au sujet d'un enregistrement vocal du cockpit qui n'a jamais existé officiellement. Selon les rapports publics de la NASA, toutes les transmissions de données à bord se sont arrêtées précisément à T plus 60 13 162 secondes lorsque la navette s'est désintégrée en vol. Les derniers mots enregistrés furent le glaçant « Oh oh » du pilote Mike Smith. Mais des sources internes, dont deux anciens sous-traitants de Rockwell International, le principal constructeur de la navette spatiale, ont affirmé qu'un enregistreur de vol secondaire avait été secrètement intégré à l'avionique de la cabine de l'équipage lors d'une modification de dernière minute. Contrairement à la boîte noire principale qui transmettait les données télémétriques aux stations au sol, cet appareil était apparemment alimenté de l'intérieur protégé contre les impulsions électromagnétiques et les forces G et installé près de la cloison du pont intermédiaire.
Il n'était pas destiné à l'enregistrement de données de routine. Il était destiné à des vols de transport de charges utiles militaires, classifiés dont plusieurs étaient déjà prévus pour les missions futures de Challenger. C'est là que cela devient troublant. Selon ces lanceurs d'alerte, le dispositif a été récupéré avec d'autres éléments du cockpit, mais son existence n'a jamais été mentionnée dans les conclusions officielles. L'appareil a été immédiatement placé sous la garde du département de la Défense quelques heures après sa découverte. Une rumeur persistante a alors circulé selon laquelle cet enregistreur aurait capté des sons pendant les 2 minutes et 45 secondes de chute, bien après la désintégration de l'engin. Certains affirment que l'enregistrement comprend les astronautes se donnant des conseils, actionnant des interrupteurs et tentant de stabiliser la descente. D'autres font état d'une respiration calme et à un moment donné d'une voix disant « Nous sommes en chute libre, restez avec moi ». Quelques murmures laissent même entendre qu'il y a eu des tentatives de pressurisation, bien que les ingénieurs affirment qu'une telle récupération était impossible dans ces conditions. Interrogé des années plus tard, la NASA a nié l'existence d'un tel enregistrement. Mais des journalistes comme Alan J. MacDonald, qui a témoigné contre les décisions de la NASA en matière de sécurité, ont indiqué lors d'entretiens privés que plusieurs pages des premiers rapports d'accidents avaient été expurgées non pas pour des raisons de sécurité nationale, mais par respect pour la dignité de l'équipage. Un autre ancien directeur de vol de la NASA a affirmé que la véritable raison pour laquelle l'enregistrement n'a jamais été rendu public était qu'il aurait modifié la perception du public, faisant passer les équipages de victimes à héros. Le plus choquant est peut-être la découverte d'une ligne budgétaire classifiée lors d'un audit budgétaire du GAO de 1996, faisant référence à un dossier clos du programme de récupération biométrique et Audio STS-50 et un L. Il s'agissait du numéro de mission de Challenger si l'enregistrement existe et s'il confirme que l'équipage est resté conscient, capable de communiquer et d'être opérationnel jusqu'à ses derniers instants. Alors que les ingénieurs examinaient minutieusement les débris récupérés dans le compartiment de l'équipage, un détail a suscité à la fois confusion et inquiétude. Le joint d'étanchéité de l'écoutille avant était encore intact. Sur un véhicule qui s'était violemment désintégré à plus de Mach 1,9 et avait chuté d'une altitude de 19 mètres, on s'attendait à une décompression totale. La rupture structurelle de la navette aurait dû provoquer la rupture des joints d'étanchéité. Mais ce ne fut pas le cas. Le joint qui séparait le pont intermédiaire du vide de la haute atmosphère était comprimé et non déchiré, et l'analyse de la pression interne a révélé un fait stupéfiant. La cabine est peut-être restée pressurisée pendant une partie importante de sa chute. Pourquoi est-ce important? Parce que sans décompression, les astronautes n'auraient pas perdu connaissance. L'hypothèse utilisée pendant des décennies pour rassurer les familles et justifier le silence était que la dépressurisation de la cabine avait entraîné une perte de conscience de l'équipage en quelques secondes. Mais l'état physique du Phoque racontait une autre histoire. Il suggérait qu'ils étaient restés éveillés, respirant de l'air de secours pleinement conscients, tandis que la cabine basculait vers la mer. Cela modifie la perspective psychologique de la tragédie. Mais ce n'était pas tout. Un rapport médico-légal divulgué ultérieurement à des enquêteurs indépendants a révélé que l'une des rambardes intérieures de la cabine était pliée vers le bas à un angle aigu. Ces rambardes servent aux astronautes à se hisser en apesanteur. Mais dans un cockpit en chute libre et en rotation, une rambarde ne se plierait pas ainsi à moins que quelqu'un ne s'y appuie avec une force colossale. L'image est glaçante. Au moins un membre d'équipage, peut-être le commandant Scobie, tentait de se stabiliser, voire de s'orienter grâce à ce qui lui restait de ses moyens. Plus mystérieuse encore était l'absence de traces de sang ou de traumatismes visibles sur plusieurs casques retrouvés sur les lieux.
Des experts médicaux ont par la suite suggéré que cela impliquait que les membres d'équipage étaient conscients jusqu'à l'impact, car les traumatismes liés à une décélération brutale laissent des marques distinctes. Mais ces casques étaient propres intacts et étanches. Autrement dit, ils étaient prêts à encaisser un impact. Et puis, il y a le circuit de refroidissement du compartiment étanche qui fait partie du système de contrôle environnemental ECS. Un capteur de température récupéré sous le pont intermédiaire enregistrait encore des valeurs en mémoire lors de sa remise sous tension en laboratoire. La dernière température interne enregistrée 10,5 degrés Celsius 50 et 1 degré Fahrenheit. Un froid glacial mais supportable. Qu'est-ce que cela impliquait? Le système de survie était partiellement opérationnel après la rupture. Quelque chose avait tenu plus longtemps que quiconque ne l'aurait cru possible. Et cela ouvrait la porte à des spéculations plus sombres. Si l'équipage a survécu à la dislocation, a respiré de l'air pur et a conservé la pression en cabine, un système de parachute bien conçu aurait-il pu les sauver? Partagez vos théories ci-dessous. Cliquez sur la carte à l'écran et abonnez-vous pour en savoir plus.